Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce webinaire sur les entretiens professionnels. D'abord, ravi de retrouver Jean-Pierre. Comment vas-tu, Jean-Pierre? Super Thierry, merci. Toi aussi, j'espère. Eh ben, Ok, écoute, d'ailleurs, on va souhaiter aux participants d'être dans le même état en ce début d'été. exactement. Et j'espère pour la plupart sans masque. Ok, nous sommes très nombreux réunis aujourd'hui, preuve que les entretiens professionnels sont un vrai sujet et puis on arrive à la période de l'état des lieux, donc une période importante avec des conséquences importantes. Mais Jean-Pierre, tu vas nous partager l'actualité et ton décryptage positif comme toujours pour faire en sorte de gérer au mieux ce contexte. Je crois que tout le monde est très désireux d'avancer sur ce sujet important. Très bien, donc écoutez, merci de nous rejoindre. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, un certain nombre d'indicateurs, voilà. Aujourd'hui, nous sommes 288 et oui, les équipes de MyConnecting grandissent parce que on connaît un développement important aujourd'hui grâce à la confiance que un grand nombre d'entre vous nous accordent et je les en remercie au nom de toutes les équipes avec des indicateurs de performance qui sont bons, hein, 92,3% de taux de complétion et puis un taux de satisfaction exprimé puisque vous savez que nos apprenants peuvent évaluer chacun de nos cours. On est à plus de 99% de cours évalués excellents et bons, donc des résultats positifs, mais nous n'avons de cesse encore de les améliorer. Alors, les 288 collaborateurs de MyConnecting vous accompagnent dans la maîtrise des soft skills, de la bureautique, du digital et des langues, avec une approche que vous savez toujours avec beaucoup d'hyper-personnalisation, avec de l'accompagnement et le plus possible en situation de travail. Et c'est vrai que la formation à distance permet de s'intégrer dans le quotidien du collaborateur et c'est une véritable opportunité. Voilà. Et puis le coaching, vous savez qu'à travers la démarche d'accompagnement, eh bien, MyConnecting, le meilleur des deux mondes, à travers à la fois la technologie, mais nous croyons à l'accompagnement humain et nous croyons à l'input de l'humain dans la capacité de transférer les compétences, de les acquérir. Et donc, nous continuons d'investir dans l'accompagnement humain en plus de la technologie. Mais on va passer tout de suite à la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Jean-Pierre, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup Thierry. Alors, on a choisi de traiter cette thématique avec vous parce qu'il y a sur le sujet une quadruple actualité. On a l'échéance du 30 juin avec la loi du 1er juin dernier qui modifie un petit peu, on va évidemment y revenir dans le détail, ces échéances. On a le question-réponse du ministère qui a été sur les entretiens professionnels qui a été actualisé en début de semaine, donc qui est dorénavant daté du 21 juin avec quelques précisions supplémentaires et puis quelques sources aussi de confusion. J'y reviendrai pour éclaircir ça et puis les rendre tout à fait opérationnels pour vous. Et c'est pas la moindre des nouveautés. Cette décision des tribunaux sur les entretiens professionnels qui est de nature à modifier un petit peu la donne. Donc ça fait beaucoup d'actualités sur cette échéance du 30 juin. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire avec vous un point très opérationnel pour que vous puissiez prendre des bonnes décisions, faire les bons choix, apprécier si jamais vous avez des risques ou pas, comment vous les traitez, etc. Vous avez, et on vous y invite, la possibilité de poser des questions pendant l'intégralité de ce webinaire avec le petit pavé qui est sur la droite de votre écran. N'hésitez pas, on les prendra au fur et à mesure. Essayez de les mettre suivant les thématiques qu'on est en train d'aborder pour que ça reste un petit peu ordonné, mais on y répondra. Si on peut répondre à toutes, on le fera puisque le but, c'est vraiment de vous apporter un service sur la gestion de ces échanges sur les entretiens. Alors, on a découpé
nos travaux en quelques thématiques. D'abord, revenir sur le contenu de l'entretien et son formalisme, sur la notion de formation obligatoire, parce que c'est un point que le ministère élude toujours. Il enjambe l'obstacle, hein, il donne pas beaucoup de précisions là-dessus, c'est pas prononcé, c'est pas beaucoup mouillé, etc. Donc nous, on prendra plus de risques, on ira un peu plus dans le détail sur ce qu'est une formation obligatoire ou pas. L'impact de la loi de gestion de sortie de l'état d'urgence, et vous verrez que d'ailleurs, au regard de la position que le ministère adopte dans son dernier question-réponse, on se demande pourquoi ils ont estimé nécessaire de faire une loi pour reporter en partie les échéances. On appréciera donc l'impact de la jurisprudence et puis on regardera la question de si jamais on paie des pénalités, comment ça se passe et est-ce qu'on est susceptible et de quelle manière d'être contrôlé, avec quel risque il y a là-dessus un mythe ou une information qui est un peu approximative à propos des sanctions. Donc là aussi, on essaiera d'être tout à fait précis. Alors, si vous voulez, on démarre tout de suite sur ouais, le formalisme, la manière dont on doit organiser les entretiens. Alors, un rappel, l'entretien, son objectif, c'est l'avenir. Donc, il s'agit, en fait, quand il a été introduit par la loi de 2014, c'était la gestion des parcours professionnels, la gestion au niveau individuel de la GPEC au niveau collectif. Donc, c'était donner de la visibilité à chaque salarié sur les perspectives, sur la manière dont l'emploi va évoluer dans l'entreprise, dont lui pourrait éventuellement évoluer, etc. Et à cette occasion, voir si il y a des possibilités ou des intérêts à développer des compétences, si lui-même a des projets, etc. C'est un entretien qui est d'abord descendant, c'est-à-dire que certaines entreprises, pour se faciliter un peu la vie, mais on peut le comprendre, en ont fait un entretien plutôt remontant, c'est-à-dire je fais un entretien où en gros je questionne le salarié, est-ce que vous avez des projets, des souhaits d'évolution, etc. Puis on va voir ce qu'on peut faire. La logique légale, c'est un peu l'inverse, hein, c'est je dois donner de la visibilité aux salariés de manière à ce qu'ils puissent se positionner. Alors, on a toujours un peu de réticence parfois dans les entreprises. On fait attention à ne pas confondre, en tout cas le salarié n'ait pas de confusion entre projet, promesse, entre perspective et engagement, etc. Donc ça explique pourquoi certains ont un peu atténué cette dimension prospective. Enfin, c'est ça l'objectif. Et ce n'est pas à proprement parler un entretien de formation. C'est un entretien où la question des compétences doit être abordée, mais la question des compétences, j'allais dire opérationnelles, immédiates, dont on a besoin pour faire le travail, est plutôt liée à l'entretien managérial dans lequel on fixe les objectifs, on évalue le travail et on regarde s'il y a un besoin de compétences liées à l'activité. Ça relève plutôt de l'entretien managérial. Dans l'entretien professionnel, c'est plutôt le contenu des évolutions. Est-ce qu'il faut se préparer et développer d'autres types de compétences qui ne sont pas forcément corrélées aux objectifs du moment. Voilà, pour le positionnement entre les deux. Deuxième chose, mais on peut regarder aussi le formalisme en même temps, c'est-à-dire comment on l'organise. Vous savez qu'il est tout à fait possible d'associer cet entretien professionnel à un autre entretien, un objectif de performance, un entretien d'objectif, d'évaluation, etc., à condition qu'il soit un petit peu distingué, c'est-à-dire qu'on ait les deux temps, un, le futur immédiat, deux, le moyen terme, et qu'on retrouve de manière rubriquée les sujets que je viens d'évoquer. Alors, on a en plus une obligation, parce qu'il faut délivrer, ça confirme le côté un peu descendant, il faut délivrer une information sur la VAE, sur la possibilité de bénéficier d'un CEP, sur le CPF et la politique dans ce domaine. Donc cette info, elle peut être donnée par le manager lors de l'entretien, elle peut être donnée de manière différée lors de l'entretien, on dit où cette info-là peut être trouvée, ou alors les sujets peuvent être abordés, parce que si vous faites faire ça par les managers, c'est peut-être pas leur domaine que de faire ça, ça peut être, on diffuse un support écrit et pour les gens intéressés, il y a un complément avec ensuite un entretien complémentaire avec la ligne RH. Il y a beaucoup d'entreprises où
En fait, l'entretien professionnel, c'est plutôt un entretien qui ressemble à un entretien de gestion de carrière, donc il est plus RH que managérial. On l'a souvent confié au manager pour des raisons de volume, tout simplement, hein, parce que la ligne RH n'est pas en capacité de faire tous les entretiens. Encore que, il y a des entreprises où c'est plutôt la ligne RH qui les fait, donc c'est plus simple, parce que les gens sont des professionnels de tous les sujets abordés. Et le moyen terme, c'est que le manager fait l'entretien, y compris professionnel, les perspectives, et sur les sujets un peu plus techniques, ou s'il y a un projet identifié du salarié, à ce moment-là, on prend un rendez-vous avec la ligne RH pour creuser sur un entretien un peu plus approfondi. Voilà. Donc, l'objet de l'entretien, la manière dont il peut être réalisé, si on peut regarder, Laurine, le formalisme, en fait, proprement dit, il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de modalité particulière pour tracer la réalisation de l'entretien. C'est-à-dire que je peux avoir, si je fais des campagnes, je peux avoir mon planning de campagne, je peux avoir le fait que le manager ou le salarié atteste qu'il a suivi l'entretien, je peux avoir les supports qui ont été utilisés, si on a utilisé des supports pour ça, pour la traçabilité. Donc, il n'y a pas de moyen particulier pour la traçabilité. Et je voudrais faire un petit complément. On doit, ça fait partie des obligations, on doit remettre à l'issue de l'entretien un document écrit avec copie au salarié qui reprend les principaux éléments de l'entretien. Si on n'a pas créé ce document écrit, c'est un manquement certes à ses obligations, mais si on a fait l'entretien et qu'on n'a pas formalisé derrière l'entretien écrit, c'est la réalisation de l'entretien qui compte par rapport aux obligations de l'employeur. Donc, par rapport aux sanctions, je ne suis pas sanctionnable si j'ai fait les entretiens, mais je ne les ai pas forcément formalisés ensuite. Par contre, vis-à-vis des salariés, il reste un manquement. J'aurais dû donner, formaliser ce complément. Donc, c'est pas le fait d'avoir effectivement remis un document écrit qui constitue le cœur de l'obligation, même si ça en fait partie. Laurine, si on peut avancer sur le contenu. Alors, il y a une question, oui, qui s'est posée dans des tas d'entreprises. Du coup, le ministère l'a, y compris abordé dans son question-réponse. Si le salarié refuse de faire l'entretien ou si on l'a invité à venir, etc., il ne vient pas, donc il n'est pas, soit il n'est pas intéressé, soit il ne comprend pas trop à quoi ça correspond, soit, etc. Enfin bref, c'est lui qui ne veut pas l'entretien. Là-dessus, dans le question-réponse, le ministère nous dit, bon, ça relève de l'appréciation des tribunaux, donc il mouille pas trop la chemise pour dire une position, mais peu importe. On peut avoir des arguments dans savoir est-ce que c'est une obligation de réalisation effective ou est-ce que c'est une obligation de proposer. Et en fait, quand on regarde les textes, on a clairement le mot de proposer l'entretien pour les gens qui reviennent de congé. Donc, je dois proposer l'entretien. Donc, je dois permettre aux salariés de le réaliser. C'est un droit des salariés, l'entretien professionnel, donc je dois leur permettre de mettre en œuvre ce droit. Comme tout droit, le salarié n'est pas obligé de l'utiliser ou de consentir à cet entretien. Et à partir du moment où l'entreprise l'a organisé, n'y a pas fait obstacle, etc., à partir du moment aussi où les refus des salariés sont, j'allais dire, marginaux, mais il n'y a pas de bonne mesure, on peut estimer qu'on a fait bénéficier ou on a proposé aux salariés de bénéficier. Il n'a pas souhaité utiliser ce droit-là. Il y avait un autre argument qui consiste à dire quand on a une obligation d'employeur, il n'appartient pas aux salariés de délier l'employeur de son obligation. Mais on peut avoir des arguments de texte sur le fait de dire si j'ai proposé et que certains salariés n'ont pas souhaité parce qu'ils sont, je sais pas, proches de la retraite, parce qu'ils n'ont pas de souhait de faire une autre activité ou métier que celui qu'ils font actuellement, etc. Ou parce qu'il n'y a pas de projet immédiat, enfin bref, ils ne sont pas intéressés. Alors, si vous voulez être totalement à l'aise sur ce sujet, ce serait pas mal de délivrer malgré tout, puisque vous devez délivrer des informations aux salariés, de lui envoyer dans ce cas-là ou de lui remettre
les informations sur VAE, CPF, CEP, etc., ce qui fait partie du contenu de l'entretien, en disant voilà, on reste à votre disposition si vous changez d'avis et on vous donne les infos qu'on devait vous donner. Voilà. Et ça, outre la bonne foi de l'entreprise, du coup, devrait vous garantir sans, à mon avis, beaucoup de difficultés. Pour la gestion, voilà, des refus, des absences, donc toujours intéressant de tracer qu'on a proposé et que c'est le salarié qui n'a pas. Et puis c'est un argument pour lui en disant, si jamais lui vient dire, et au fait, mes 3 000 euros, le fait de dire, écoutez, on vous a proposé, vous avez refusé, donc venez pas nous demander quelque chose qui résulte de votre décision à vous. D'autant que, autant je peux imposer à un salarié un entretien d'évaluation, parce que je suis dans le cadre du travail, ça fait partie du management, autant quelque chose qui parle de perspectives d'avenir, qui ne parle pas du travail de la personne, qui est plutôt en dehors du champ d'exécution des relations de travail, le fait qu'on puisse l'imposer n'est pas non plus une évidence absolue. Donc je pense que voilà, tous ceux qui n'ont pas réalisé tous les entretiens, mais qui les ont proposés, peuvent considérer qu'ils cochent la case et qu'ils ont satisfait à leur obligation. Est-ce que tu as des échos comme quoi les refus seraient fréquents? Non. Je veux dire, dès qu'une entreprise a une certaine taille, il y a toujours des salariés qui refusent. C'est-à-dire, c'est rarement zéro. Il y a toujours des salariés qui refusent, mais globalement, c'est plutôt sur des petites proportions. Ok. Alors, un premier sondage. On va vous solliciter 3 fois pendant ce webinaire et merci de vos réponses. Est-ce qu'une formation tous les 6 ans pour chaque salarié sera un objectif difficile? Pas mal. Eh bien, écoutez. Bonne nouvelle. Très bien. Alors, pourquoi? Du coup, on peut reprendre, Laurine, voilà. Alors, la question, si vous organisez, alors effectivement, on peut se dire, une formation tous les 6 ans, la barre est quand même pas une hauteur démesurée. Pour l'avenir, on verra pour le passé avec l'option que vous avez jusqu'au 30 septembre. Pour l'avenir, les formations qui vont être suivies devront être des formations dites non obligatoires. Alors, sur ce qu'est une formation précisément non obligatoire, on a un texte. Ce qu'est une formation obligatoire, on a un texte dans le Code du travail auquel il est fait expressément référence. Et dans son question-réponse, le ministère a fait un commentaire finalement assez lapidaire, puisque, il paraphrase le texte du Code du travail. Bon, il dit les formations obligatoires, c'est celles qui sont définies par le Code du travail. Donc, OK. Et ensuite, il dit quand même toutes les autres formations, notamment toutes celles qui relèvent du plan, les formations d'adaptation, etc., sont éligibles et voilà. Si on reprend le texte qui traite des formations obligatoires, il nous dit 2 choses et il y a une condition dont je m'aperçois qu'elle passe un peu souvent à la trappe et qu'elle n'est pas bien considérée. Les formations obligatoires, ce ne sont pas toutes celles qui correspondent à une obligation de l'employeur, c'est pas du tout comme ça que c'est défini, ce sont celles qui sont prévues par un texte, alors un texte légal, réglementaire ou convention internationale. Autrement dit, quand l'obligation vient d'un texte, mais qui est par exemple la convention collective, qui m'oblige, je ne sais pas, à former les membres de la commission formation, par exemple, on trouve ça dans les conventions collectives tous les ans, ou tous les 2 ans, tous les mandats. C'est une obligation qui vient de la convention collective, donc ce n'est pas une formation obligatoire au sens de la définition que nous propose le Code du travail. Donc, interprétation stricte, texte légal, réglementaire ou convention internationale, et surtout, deuxième condition qui est souvent oubliée, et que le ministère se garde de commenter, enfin, en tout cas n'a pas commenté, c'est que cette formation doit conditionner l'accès à la formation, l'accès à l'activité, pardon.
il y a une petite coquille dans le support, mais c'est de ma faute. Condition de l'accès à l'activité. C'est-à-dire que le salarié ne peut pas exercer sa fonction s'il n'a pas suivi la formation. Donc, la formation obligatoire, c'est à la fois celle qui est obligatoire parce qu'elle est imposée par un texte, mais c'est celle qui est aussi obligatoire parce que si on ne l'a pas suivie, on ne peut pas travailler. Et vous voyez que c'est une définition assez restrictive et que ça, c'est beaucoup plus resserré que toutes les formations qui correspondent à une obligation de l'employeur. Par exemple, en matière de santé, on a des tas d'obligations de formation, mais toutes les formations que je dois faire en matière de santé, par exemple les gens qui manipulent des charges qui sont amenés à porter, etc. Je dois les former. Je dois les former à travailler en sécurité, etc. Mais cette obligation de former les gens qui ont ces activités-là ne se traduit pas par le fait que je n'ai pas le droit de les faire travailler si je ne les ai pas formés. J'aurai une responsabilité si jamais il y a un accident. Et donc, je suis responsable parce que je n'ai pas satisfait mes obligations. Mais on n'est pas du tout dans ce cas-là. Du coup, alors j'ai pris le risque, hein, puisque personne ne le fait, on vous le propose de faire un petit tableau en vous disant, mais quelles formations finalement correspondent à la définition, quelles formations correspondent pas. Ben, vous voyez, et il faudrait que vous fassiez ça si vous vous posez des questions sur des formations qui sont dans vos plans de développement de compétences, ça vous dit est-ce que celle-là elle est obligatoire ou pas, etc. Il faudrait que vous preniez chaque formation, comme je l'ai fait là, en disant d'abord quel est le texte. Hein. Est-ce qu'il y a bien un texte réglementaire dans le Code du travail, dans une convention internationale qui nous impose de faire cette formation? Est-ce qu'elle est bien visée? Et première condition, deuxième condition, est-ce que j'ai le droit ou pas d'exercer l'activité si je n'ai pas suivi la formation? Et vous voyez typiquement la question concernant le CACES. Le CACES n'est pas une obligation. L'obligation, c'est de donner une formation aux gens qui conduisent des engins autoporteurs ou des nacelles, etc. Et je peux satisfaire à cette obligation en apportant les compétences ou en vérifiant les compétences et en délivrant un permis interne à l'entreprise, un permis de travailler avec ces matériels. Le CACES couvre cette obligation, mais je n'ai pas un texte qui me dit si la personne n'a pas le CACES, elle ne peut pas exercer l'activité ou elle ne peut pas, puisque j'ai une alternative. Donc, chaque fois que j'ai une alternative ou que la sanction n'est pas que l'activité est impossible, à ce moment-là, je ne suis pas sur une formation obligatoire au sens des formations obligatoires pour les entretiens professionnels. Alors, vous voyez, par exemple, l'habilitation électrique, ce n'est pas le cas. Si je n'ai pas suivi la formation, je n'ai pas le droit d'effectuer les travaux. Pareil pour les travaux sur corde. Si on regarde, si on passe à la deuxième partie du tableau, je n'ai pas mis tout ce qu'on peut lister comme formation. Et vous voyez qu'on va retrouver, par exemple, comme formation obligatoire, les formations de conducteurs. Parce que si je ne resuis pas régulièrement les formations, si je n'ai pas suivi la formation initiale et si je ne suis pas les formations continues, je ne suis pas censé continuer à exercer mon activité. Donc, alors que la formation incendie, c'est une obligation, mais personne n'est interdit de travailler parce qu'il n'a pas suivi la formation incendie, et ça vaut pour toutes les obligations générales de formation à la sécurité. Vous retrouverez les gestes et postures dont je parlais tout à l'heure, et le ministère, là pour le coup, prend en exemple dans son question-réponse les formations d'adaptation au poste. C'est une obligation de l'employeur, l'adaptation au poste, et ce n'est pas parce que c'est une obligation de l'employeur que ça devient une formation obligatoire au sens de la définition. Donc, si on prend vos plans de développement de compétences et qu'on essaie de ventiler quelles sont les formations obligatoires et celles qui ne le sont pas, vous voyez que vous avez quand même de la marge et que la grande majorité des formations que vous avez organisées seront très certainement des formations non obligatoires qui pourront donc être validées au titre de l'obligation. Ça pour le passé, et je reviendrai donc tout à l'heure sur l'option dont je parlais. Alors, il y a une précision qui est apportée, c'est une question que beaucoup d'entre vous se posaient, et là-dessus, le question-réponse du 21 juin apporte une réponse. Alors, vous savez, les questions-réponses, zéro valeur juridique. Bon, ça, c'est le principe. C'est quand même la position du ministère, donc c'est en gros la position qu'ils auront sur ce sujet-là
et que devraient avoir les contrôleurs, que sont les services de contrôle de la formation. Donc le question-réponse nous dit les formations réalisées dans le cadre du CPF, pas de problème, à condition que l'entreprise cofinance le CPF et à condition que la formation soit bien réalisée dans la période de 6 ans, ce qui va de soi. Et à condition que l'entreprise cofinance le CPF, le question-réponse n'envisage qu'une modalité de cofinancement, c'est le cofinancement en argent, pas le cofinancement en temps. C'est-à-dire l'entreprise fait un abonnement ou couvre une partie du coût parce que le salarié n'a pas assez de droits ou n'engage pas la totalité des droits dont il dispose. Alors, du coup, sur cette version-là, pas de problème, c'est la position du ministère, donc pas de débat. Reste la question de, mais si je ne mets pas au pot, si je ne cofinance pas, mais que je permets aux salariés de suivre sur le temps de travail, alors que je n'y suis pas obligé, une formation. On est exactement dans le même cas. Je cofinance bien le CPF, puisque je vais maintenir un salaire qui n'est pas dû, il n'y a pas un droit à congé rémunéré associé au CPF, je vais maintenir un salaire qui n'est pas dû, je n'aurai pas la contrepartie du travail et je permets aux salariés de se former. Donc je pense que même si le ministère ne l'envisage pas, à partir, il n'y a pas d'exclusive, je permets à quelqu'un de se former, je remplis mon obligation de formation en favorisant l'accès à la formation et en engageant des coûts pour cela. Il y aurait une dernière version, mais elle est difficile à tracer, donc on comprend qu'elle soit difficile à admettre aussi. C'est si j'ai accompagné le salarié. Je l'ai accompagné, je l'ai aidé à ouvrir son compte, je l'ai aidé à chercher la formation, etc. Mais il l'a financé intégralement et il l'a suivi intégralement sur son temps perso. Dans ce cadre-là, c'est difficile de compter la formation comme, même si l'entreprise a rendu un service, même si elle a favorisé l'accès à la formation, difficile de dire qu'elle a pris à sa charge tout ou partie de la formation. Voilà. Donc, sur l'abondement financier, c'est réglé. Sur l'abondement en temps, c'est un peu moins réglé parce que c'est moins officiel. Le ministère n'a pas pris position là-dessus. Il n'a pas dit que ce n'était pas valorisable, hein. Il l'a juste pas traité, c'est pas exactement la même chose. Et on peut penser que dans ces conditions-là, ça pourrait être valorisable. Alors à condition que ce ne soit pas 1 heure de formation sur le temps de travail sur 150 heures de formation au total, quoi. Il faut un peu de bon sens et de bonne foi dans la prise en compte des formations CPF. Mais du coup, bonne nouvelle, elles sont valorisables également. En tout cas, on reviendra sur le CPF. On voit que le CPF prend une place de plus en plus importante à plusieurs titres. Mais donc, tu nous confirmes qu'effectivement, l'utilisation du CPF pour répondre aux obligations est tout à fait valable. Oui, absolument. Vous savez que les équipes de MyConnecting accompagnent non seulement les équipes RH, mais accompagnent vos apprenants pour la mise en œuvre de leur CPF, que nous avons une traçabilité et que nous pouvons montrer les efforts qui ont été réalisés dans le cadre de cet accompagnement pour guider les apprenants dans l'utilisation de leur CPF. Alors, je peux, peut-être on va faire le sondage, et pendant le sondage, je vais commencer à répondre aux questions sur les sujets que l'on a traités. Donc, on a un petit sondage sur est-ce que, pour vous, vous avez checké que au 30 juin, vous serez OK sur on a réalisé les entretiens et on a donné une formation, c'est-à-dire sur les critères légaux. On reviendra après sur l'impact de la jurisprudence. Est-ce que vous êtes dans les clous ou pas? J'en profite pendant que vous répondez pour prendre une question. La première, c'est est-ce que cette définition des formations obligatoires est la même que pour les formations obligatoires qui ne peuvent pas être financées par le FNE? Non, parce que la définition est plus large. Le ministère, dans les instructions, alors il faudrait regarder d'ailleurs hein, le FNE, il fait l'objet d'une instruction de la part du ministère et ensuite de conventions passées avec les OPCO qui définissent ce qui peut être financé ou pas. Et l'acception était plus large sur ce qui rentrait
dans les obligations d'employeur. Et donc, on n'est pas sur cette définition restrictive des formations obligatoires. Et compte tenu de l'empilement de la position du ministère, plus les conventions passées avec les OPCO, je ne me hasarderai pas à dire quel est le champ exactement de ce qui est retenu au final par chacun des OPCO sur la notion de formation obligatoire dans le FNE. Autant, je pense qu'on peut être très précis sur les obligations liées aux entretiens, autant ça me paraît moins évident. Est-ce que le cofinancement CPF peut prendre la forme d'une facture directe de l'OF à l'entreprise? Oui, sans passer par l'abondement, aucun problème. À partir du moment où vous avez contribué au financement, il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé de passer par l'abondement. D'ailleurs, aujourd'hui, le passage par l'abondement est très minoritaire dans les politiques d'entreprise qui accompagnent le CPF des salariés. On peut peut-être regarder les résultats du sondage. Et ouais, c'est plus mesuré hein, tout de suite. Alors bon, on va essayer de faire remonter le non en essayant d'annoncer des bonnes nouvelles au cours de ce webinaire pour voir si on peut remonter un petit peu la barre. Alors néanmoins, Jean-Pierre, il y a quand même une évolution puisque on vous avait posé la même question en décembre dernier. Et en décembre dernier, lors du webinaire, vous nous aviez répondu à 45% oui et à 55% non. Donc, on voit que le non a diminué. Ouais, alors c'est effet du report. Hein. Ça a laissé un petit peu de temps pour se mettre en conformité. Alors, on va regarder maintenant la question des échéances et ce qu'a prévu la loi de gestion de la sortie de l'état d'urgence sanitaire qui a été publiée le 1er juin dernier et alors qui a fait une subtile distinction entre deux choses. Tout d'abord, elle ne reporte pas l'échéance du 30 juin pour réaliser les entretiens professionnels qui devaient être réalisés entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021. Donc cette période de 18 mois qui a été considérée comme perturbée par la pandémie arrive à terme au 30 juin 2021 et n'est pas reportée. Par contre, elle décale au 30 septembre 2021 l'échéance pour faire le bilan à 6 ans. Et bien qu'il n'y ait pas eu de report des entretiens professionnels, le ministère, et confirme ça d'ailleurs dans le question-réponse, dit l'entretien de bilan et l'entretien professionnel pouvant être confondus, et d'ailleurs c'est comme ça que la loi l'envisage, hein, elle dit à l'occasion de l'entretien professionnel et fait l'entretien de bilan tous les 6 ans. Donc, il faut distinguer, je fais 3 entretiens, je dois faire un entretien tous les 2 ans, donc 3 sur 6 ans, et à l'occasion du dernier entretien, je fais l'entretien de bilan. Rien n'empêche, d'où le report décalé, là, hein, rien n'empêche d'avoir un entretien de bilan qui lui-même est déconnecté des entretiens professionnels. Ça vous conduit à en faire 4 plutôt que 3, mais vos obligations, c'est sur les 3 entretiens professionnels. Donc, on vous laisse un délai pour faire le bilan, et j'y reviendrai tout à l'heure parce que dans le question-réponse, le ministère adopte, d'où d'ailleurs un intérêt très relatif de cette loi, le ministère adopte une position qui est la suivante. Il dit les 6 années pour réaliser ces obligations s'apprécient à date d'ancienneté du salarié, donc 6 années révolues, et ensuite on fait le bilan. Et il dit donc on a 1 an jusque toute la 7e année pour faire le bilan. Donc ça veut dire que je pourrais décaler le moment où je fais les entretiens et le moment où je fais le bilan. Je peux aussi les confondre, moi ça me paraît plus simple, sachant que l'entretien de bilan, si je fais un dernier entretien, je sais pas, en début de 6e année, et que cet entretien montre que j'ai pas tout à fait satisfait mes obligations. Par exemple, j'ai pas, la personne n'a toujours pas été formée, ça fait plus de 5 ans qu'elle est là et elle n'a pas toujours été formée. Et je peux, à l'occasion de ce bilan, dire, ben voilà, on va organiser une formation dans le temps qui reste avant la date échéance des 6 ans. Donc, vous avez une option
sur la manière de faire l'entretien de bilan. Soit il est confondu et associé au dernier entretien professionnel, soit vous le décalez. Alors, le côté plus intéressant de la loi, c'est que on a reporté donc jusqu'au 30 septembre la possibilité de choisir entre les deux options qui ne valent que pour la première période. Soit j'ai fait les entretiens et j'ai donné une formation non obligatoire, soit j'ai fait les entretiens et j'ai rempli au moins 2 critères sur les 3 que vous voyez, une formation, une certification et une évolution salariale ou professionnelle. Alors, quelle est la différence entre les deux? La première pourrait paraître plus simple, hein, j'ai fait une formation et les entretiens, j'ai pas besoin de réunir 2 éléments. La différence, c'est si ou l'intérêt de l'option, qui peut être une option au niveau de l'individu, qui n'est pas une option collective au niveau de l'entreprise, ce serait si certains salariés chez vous n'ont suivi que des formations obligatoires. Parce que dans l'option 2, on ne distingue pas entre formation obligatoire ou pas. Donc, si vous avez des salariés pour lesquels vous n'avez fait que les formations obligatoires au sens de la définition qu'on a vue tout à l'heure, l'option 2 vous est favorable. Après, se posera la question de savoir si vous avez fait les entretiens, mais ça, de toute façon, c'est pareil dans les deux options. Donc, le seul intérêt, il me semble, d'opter pour l'option 2, c'est j'ai fait des formations, mais j'ai des salariés pour lesquels je n'ai fait que de l'obligatoire. Eh bien, ce ne serait pas grave sur cette première échéance. À l'issue des bilans qu'il faudra dorénavant faire de manière régulière, on n'aura plus cette option. C'est juste sur cette première échéance au 30 septembre pour faire le point sur vos obligations, sur les gens qui étaient chez vous entre mars 2014 et septembre 2015. On reviendra sur les... je l'ai indiqué d'ailleurs sur le support, on est sur tous les salariés qui étaient présents au 7 mars 2014 ou ceux qui sont rentrés chez vous ensuite jusqu'au 30 septembre 2015. C'est toute la cohorte qui est concernée par ce premier bilan au 30 septembre. Donc, option possible et possibilité. Alors, pour ceux qui auraient raté les entretiens, le ministère a une tolérance. Là, il dit bon, comme l'entretien de bilan peut être décalé et que la loi prévoit que les deux peuvent être fusionnés, en réalité, si vous manque l'entretien, vous pouvez faire l'entretien jusqu'au 30 septembre. On va considérer que vous serez dans les clous. Et vous avez aussi, du coup, jusqu'au 30 septembre pour éventuellement former les salariés et vous avez jusqu'au 30 septembre pour éventuellement aussi conclure un accord. Vous savez que la loi offre la possibilité, par accord, de changer la périodicité des entretiens. Donc de dire, c'est pas forcément 1 tous les 2 ans, mais ça peut être autre chose. Ça peut être 3 sur 6 ans, mais pas forcément tous les 2 ans. Ça peut être 2 sur 6 ans. Ça peut être 1. Et si vous regardez, vous savez que les accords d'entreprise sont publiés dorénavant sur une base des accords, c'est sur Légifrance, hein, vous avez les accords d'entreprise et les accords de branche qui sont accessibles. Et si vous faites une recherche, vous allez trouver quelques centaines d'accords quand même hein, qui ont été signés sur ce sujet-là, où des entreprises modifient les périodicités. Et dans ce qu'on trouve le plus souvent, on trouve beaucoup d'accords. D'ailleurs, ça sent un petit peu le même modèle. Il y a dû y avoir un consultant, c'est pas moi, qui a accompagné quelques entreprises ou une branche professionnelle qui a proposé ça à ses adhérents, où on a un entretien minimum tous les 6 ans, plus un autre sur demande du salarié. Donc, ça peut être 2, C1, ça peut être 2, mais le deuxième est sur demande. Ou beaucoup qui reviennent à 2 entretiens sur la période, enfin bref, qui modifient les périodicités, qui donc du coup mettent un peu plus de perspective. Alors après, il faut traiter le sujet sur des perspectives à 3 ans plutôt qu'à 2 ans. Donc voilà l'impact de la loi de sortie de la crise sanitaire. Et donc, ce que je vous indiquais dans le question-réponse, le ministère estime que les 6 années, c'est 6 années révolues d'ancienneté et que l'entretien de bilan, il intervient après et avant la fin de la 7e année. Donc, ça vous permet de le décorréler ou alors de le réaliser lors du dernier entretien à votre convenance. Et bien sûr, on n'apprécie pas les obligations si vous le
rattachés à l'entretien professionnel, on n'apprécie pas les obligations à la date où on fait le bilan. On les appréciera à la date effective des 6 ans. Alors, ces dates anniversaires hein, de l'entrée du salarié, je vais y revenir. Si on peut avancer. Alors, le point voilà, qui va demander, et notamment toutes les personnes qui ont répondu qu'elles n'étaient pas forcément à jour de leurs obligations, ben voilà une option ou ce qui va peut-être vous donner une porte de sortie. On a eu à la fin de l'année dernière une décision de la Cour d'appel de Paris. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une décision qui confirme ce qu'avait déjà jugé le Conseil des prud'hommes. Donc ça veut dire qu'on a déjà 2 instances qui ont jugé dans le même sens. C'est un salarié. Alors faire attention, les jurisprudences, c'est des cas d'espèce, c'est pas de portée générale, etc. Mais malgré tout, c'est la seule décision qui existe à ce jour, en tout cas que j'ai identifiée sur le sujet. C'est un salarié qui donc a quitté l'entreprise et qui a reproché à l'entreprise de ne pas l'avoir fait bénéficier des entretiens professionnels. Il demandait donc les 3 000 € de pénalité sur son CPF. Il a été débouté. Les juges disent au motif que dans la rédaction du texte, il est indiqué que les pénalités sont applicables si le salarié n'a pas eu bénéficié des entretiens et n'a pas eu une formation. Et donc les juges ont fait une interprétation totalement littérale du texte, contrairement au ministère hein, qui dit le et est cumulatif. Donc il faut remplir les deux pour être exonéré. Les juges ont dit non, tel que c'est rédigé. Il ne faut ne pas remplir les deux pour être sanctionné. Résultat des courses, l'entreprise avait formé le salarié, mais elle ne l'avait pas fait bénéficier des entretiens. Et les juges ont dit, dans ce cas-là, la pénalité n'est pas applicable. Ce qui voudrait dire que si j'ai satisfait à au moins un des critères et pas les deux, au regard de cette jurisprudence, je ne suis pas sanctionnable. Alors, ça vous met dans la position suivante. Le ministère, lui, a réaffirmé hein, qu'il fallait bien les deux. Il a insisté plusieurs fois dans son question-réponse du 21 juin pour dire il faut bien les deux, etc. On a bien vu qu'il y a cette jurisprudence, mais pour nous, c'est pas comme ça qu'il faut lire les textes. Bien. Et du coup, vous avez un choix à faire. Alors, du coup, personne ne peut le faire à votre place, qui est le suivant. Si vous avez satisfait à un critère, si vous avez satisfait à aucun, vous avez des salariés chez vous qui ont bénéficié ni de formation, ni d'au moins 3 entretiens tous les 2 ans, du coup, vous êtes sanctionnable. Mais si vous avez satisfait, en général, et d'ailleurs, si je regarde les 2 résultats de sondage, il est assez facile d'en conclure qu'une formation tous les 6 ans, c'est pas compliqué, mais en même temps, tout le monde n'est pas. Donc, ce qu'on a plutôt raté, c'est les entretiens. Et donc, sur la base de cette jurisprudence, vous pourriez dire, écoutez, nous, on a formé les salariés. Donc, le droit applicable aujourd'hui, tel que les juges l'interprètent, à défaut d'autres décisions que celle-là, c'est que je ne suis pas pénalisable. Donc, j'ai aucune raison d'être plus royaliste que le roi. Et je peux parfaitement considérer que la sanction n'est pas due. Et du coup, avoir cette position, qui ne serait pas une position, comment dire, de négation du droit du salarié, mais tout simplement de prise en compte de l'état du droit aujourd'hui, au moment où vous prenez la décision de savoir si vous êtes sanctionnable ou pas. Donc ça, c'est un choix que beaucoup d'entreprises vont avoir à faire. Est-ce que, bah, tant pis, je me sanctionne, je retiens la position du ministère et je dis j'ai pas fait, je paye? Ou bien, est-ce que je dis, bah non, il y a quand même des arguments juridiques, hein, des décisions qui me montrent que ce n'est pas dû, donc moi, je n'ai pas de raison de me pénaliser au-delà de ce que disent les juges, qui au final sont les seuls qui disent la vérité sur le sujet. Donc, ce sera ça l'option. Alors, ça peut permettre à une entreprise d'avoir la chose suivante, de dire, d'abord, je tiens compte de ça. Donc, si j'ai rempli au moins un des critères, 1, je ne suis pas sanctionnable. 2, je peux expliquer aux salariés pourquoi. 3, je peux expliquer aux représentants du personnel pourquoi. Et 4, je peux, en cas de contrôle, dire que moi, je m'en suis tenu au droit existant au moment où j'ai pris la décision. Et que donc, ma bonne foi n'est pas en cause, ce n'est pas dilatoire, etc. Moi, je conseillerais, dans ce cadre-là, notamment par rapport au contrôle, la chose suivante. Alors, le ministère du Travail a eu d'autres choses à faire
ces derniers temps que simplement traiter ces questions-là, mais la position qui était celle des contrôleurs, en tout cas celle qu'ils ont pu partager avec moi juste avant la pandémie. C'était de dire le contrôle a été confié au contrôle de la formation professionnelle, au service de contrôle de la formation. Donc c'est pas le fisc, c'est même pas l'inspecteur du travail, même si c'est ses collègues qui procéderont. Et quand on confie un contrôle au contrôle de la formation, on sait qu'on n'aura pas de contrôle massif, de contrôle statistique, de contrôleurs qui feront le tour des entreprises. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui a vocation à, j'allais dire, aller chercher de la pénalité. On a plutôt un dispositif dissuasif qui est destiné à être un aiguillon pour faire que les entreprises s'acquittent de leurs obligations. Dans ce cadre-là, et c'était ce que me disaient des personnes en charge du contrôle, on est plutôt dans la même optique que l'inspecteur du travail, donc qui n'est pas dans une logique de sanction, qui est plutôt de dire une fois qu'on est passé, tout va bien et les gens sont à jour et ils font ce qu'il faut, et on n'est pas là pour être dans une logique de sanction du passé, on est plutôt sur une logique d'amélioration. Ce qui veut dire que si vous retenez l'option, moi je ne paie pas parce que j'ai cette jurisprudence qui me dit que si j'ai fait un des critères, je ne paie pas. Je pense qu'en complément, il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour être complètement à jour de ses obligations sur la suite. C'est-à-dire, j'ai raté un truc sur la première période, mais je ne suis pas pénalisable au regard de ce que nous disent les juges, dont acte, mais en même temps, j'entends ce que dit le ministère et je me mets dans la configuration de satisfaire aux deux obligations. Je pense que si vous êtes sur cette trajectoire-là, vis-à-vis en tout cas du contrôle, etc., vous prenez somme toute peu de risques. Reste qu'une jurisprudence n'est jamais, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ne peut être jamais considérée comme définitive et régler tous les cas à venir. On a vu des revirements, on a vu des positions différentes. Peut-être qu'un jour d'ailleurs le ministère, si cette jurisprudence persistait, retoucherait à la loi, mais là sans rétroactivité, donc sans impact pour vous. Donc il faut prendre une position là-dessus et je pense se mettre malgré tout en conformité pour l'avenir. Voilà ce qu'on pourrait à ce stade préconiser. Laurine, si on peut. Ouais. Alors voilà, du coup, ceux qui ont satisfait déjà leurs obligations, donc on va penser que vous n'en avez pas besoin. Et les autres, est-ce que vous allez prendre une position là-dessus? J'en profite pour faire un complément. À partir du moment où vous vous pénalisez, c'est-à-dire où vous dites, vous reconnaissez que pour certains salariés, vous n'êtes pas dans les clous et donc vous versez la pénalité, dès que vous versez la pénalité pour un salarié, il va falloir être super précis sur pourquoi je le verse pour lui et pas pour les autres. C'est-à-dire qu'il va falloir que potentiellement, vous rentriez dans le détail de tous les cas, etc., en disant, ben voilà, mon marqueur, c'est ça, hein, pour qui je vais le verser, pour qui je ne le verse pas. Donc, la posture de dire j'ai fait au moins un truc pour tout le monde et je ne verse pour personne, vous soulage de cette obligation de détail de justifier éventuellement individuellement, parce que vous savez que les salariés sont souvent attachés à l'égalité. Ok, on a les résultats. Ouais, je pense que ça vaut le coup de regarder, effectivement. Je pense que ça vaut le coup de regarder. Comme quoi, Jean-Pierre, tes conseils très opérationnels ont vraiment une utilité pour un très grand nombre d'entre nous. Il y a une prise, mais comme chaque fois en matière juridique, on n'est jamais, c'est pas une, comment dire, c'est pas une science exacte, hein, donc il y a toujours une prise de risque, il y a toujours, quand on prend une décision, c'est rarement garanti 100%, même si on a, je dis simplement que on ne peut pas faire comme cette décision n'existait pas. Et donc on peut aussi s'en servir dans l'appréciation de ses obligations. Alors, tu vas me dire que tout dépend les relations qu'on a avec ces ERP, mais comment est-ce que les ERP peuvent réagir à un argument comme celui-là? Eh ben, si je suis censé, donc, et normalement ça doit être fait tous les ans depuis 2014, présenter tous les ans
le nombre de salariés qui ont bénéficié des entretiens professionnels, et à travers les plans de formation, je peux, ou les plans de développement de compétences, les élus ont également accès à l'information de est-ce que tout le monde est formé régulièrement ou est-ce qu'il y a des trous dans la raquette. Donc, a priori, les élus ont déjà cette lecture de bilan. Et si, effectivement, pour les entretiens, je ne suis pas dans les clous parce que c'est le plus souvent là que le bas blesse, c'est un argument en disant, moi, aujourd'hui, on a une jurisprudence, si vous avez mieux, dites-moi, mais entre une jurisprudence et un question-réponse qui n'a pas de valeur juridique, ce ne serait pas une anomalie que de privilégier la jurisprudence. Voilà. Ok, merci. Dernier point, oui, je vais revenir. Donc, c'est vous qui faites le bilan, qui estimez votre situation. Vous, comme le disait Thierry, donc, on va discuter avec le CSE et avec les élus. Si vous avez identifié qu'il y a des manquements, il n'y a personne qui va venir vous envoyer une déclaration sur laquelle il faudra dire si vous êtes dans les clous ou pas, etc. C'est le versement spontané qui prévaut. Donc, par le portail entreprise que la Caisse des dépôts a mis en place pour permettre notamment les abondements, cet abondement correctif est géré comme un abondement volontaire. C'est-à-dire qu'il faut rentrer sur le portail entreprise de la Caisse des dépôts, déclarer la liste des salariés pour lesquels on n'est pas dans les clous et procéder au versement. Le ministère, dans son question-réponse, dit que les versements pour la première période devront être faits à partir du 1er octobre, report au 30 septembre hein, du délai pour faire le bilan, à partir du 1er octobre et au plus tard le 1er mars, parce qu'il rattache cette obligation au solde des obligations au titre de la formation. Et donc, il a une période de 6 mois pour effectuer le versement. Alors, une précision peut-être. J'ai parlé du contrôle effectué par le service de contrôle de la formation et on lit parfois ou on entend des gens qui vous disent attention, si vous ne versez pas, ensuite, si vous êtes contrôlé, vous allez payer le double. Donc, vous avez intérêt à verser. C'est pas comme ça que les textes envisagent les choses. Hein. C'est si on ne verse pas et qu'on est contrôlé, le contrôle, s'il constate qu'on aurait dû verser, demandera à ce que l'on verse. On a toutes les possibilités de recours. Et si au final, on doit verser et qu'on ne verse toujours pas sur le compte des salariés, à ce moment-là, le Trésor public peut émettre un titre et là, avec une pénalité du double. Autrement dit, si je n'ai pas satisfait à mes obligations, que je suis contrôlé, que les contrôleurs estiment que pour certains salariés, je dois verser les 3 000 € et que je verse effectivement les 3 000 €, je n'ai pas de surcoût, je n'ai pas de pénalité. La pénalité, c'est que si je ne le fais pas, le salarié n'aura jamais 6 000 €. C'est que si je ne le fais pas et qu'à ce moment-là, le fisc émet un titre pour recouvrer les sommes et à ce moment-là, les sommes sont doublées. Donc, on n'est pas sur un risque automatique de doubler la pénalité si jamais on n'a pas fait ce qu'il faut, ou si le contrôleur a une appréciation différente de celle qu'on a eue lors du bilan. Voilà, pour ne pas mettre une pression supplémentaire sur cette question-là. Et peut-être dernière recommandation là-dessus, et je l'indiquais tout à l'heure, la bonne foi est quand même très importante. C'est dans le contrôle, il y aura une question qui sera toujours présente, c'est est-ce que vous avez vraiment la volonté de régler la situation et de permettre aux salariés de bénéficier à la fois d'une formation et des entretiens. Et je vous rappelle, alors, dernière chose sur le sujet, que là, on parle de la première échéance qui va concerner donc tous les salariés qui étaient chez vous en mars 2014 ou qui sont rentrés avant fin septembre 2015. Tous ceux-là sont sur l'échéance du 1er octobre 2015. Les autres, ceux qui sont rentrés après septembre 2015 chez vous, le Code du travail et le ministère le confirment, nous dit les 6 années, c'est l'ancienneté, donc ça s'apprécie à date anniversaire. Donc, ça veut dire que vous aurez des bilans au fil de l'eau à réaliser en fonction des dates d'entrée des salariés. Alors, quand on n'est pas un effectif très nombreux, c'est peut-être jouable, on en aura quelques-uns dans l'année. Quand on a des flux importants,
gérer des dates anniversaires, alors on peut le faire, hein, mais ce n'est pas forcément le plus pratique. Il n'est pas prévu, certaines entreprises l'ont fait pourtant, il n'est pas prévu qu'on puisse, par la négociation, changer ces 6 ans à date anniversaire. Mais en même temps, si vous avez un accord qui vous remet dans un cadre de gestion année civile ou année fiscale, pour ceux qui ne sont pas sur l'année civile, etc., c'est peut-être une politique à avoir si on veut se simplifier des bilans quantitatifs. Mais la règle, c'est vraiment à date anniversaire, donc il faudra faire des bilans continus. Ça ne s'arrête pas au 30 septembre pour un bilan qui serait définitif. Hein. Ensuite, on a tout le reste. Et comme les obligations continuent, reste ouverte la possibilité de conclure un accord d'entreprise, de groupe, d'établissement qui modifie la périodicité des entretiens si vous estimez que ce n'est pas adapté à la réalité de vos métiers, aux souhaits des salariés, à vos flux de turnover, etc. Donc, le champ de la négociation reste ouvert. Il est ouvert sur la périodicité des entretiens. On pourrait l'étendre aux campagnes d'entretien, parce que beaucoup d'entreprises ont basculé sur des campagnes d'entretien plutôt que de gérer tout ça à date anniversaire des salariés. Quand on a un peu de volume, ça peut être pratique de faire ça. Voilà. C'est la reprise de ce que je viens d'indiquer, donc vous le retrouverez dans le support qui vous sera communiqué à l'issue de ce webinaire. On voulait vous dire 2-3 mots d'actualité peut-être avec Thierry, et notamment parce que vous avez peut-être entendu parler et lu partout que France Compétences était en déficit, etc., qu'il n'y avait plus d'argent pour les plans de développement de compétences. En 2 mots, la réforme a créé 2 dispositifs, le CPF géré par la Caisse des dépôts et monétisé en euros, et l'apprentissage qui ne sont pas assujettis aux ressources financières disponibles. C'est-à-dire que la consigne, c'est on paie tant que les gens recrutent et tant qu'ils utilisent leur CPF. Donc, il n'y a pas de limite budgétaire. Ce qui, des dispositifs non budgétés, vous imaginez qu'entre le ministère du Travail et Bercy, ça n'a pas été simple parce que pour Bercy, c'est une hérésie. Mais il se trouve que ça a été adopté comme ça. Et le succès des 2 dispositifs, parce que vous avez vu la croissance de l'apprentissage, hein, plus 28% la première année, plus 40% la deuxième, et on est à 500 000 apprentis par an, chiffre qu'on n'avait jamais atteint. Pour le CPF, c'est pareil. On avait budgété entre 800 et 900 millions d'euros, et là, la dépense dépasse 1,5 milliard. Et on a une croissance. Alors, il y a eu un effet de croissance qui a été lié à plusieurs facteurs. D'une part, la facilité finalement d'utilisation du CPF avec l'appli, les campagnes de promotion qui ont eu lieu sur l'appli et sur le CPF, le confinement. On voit clairement hein, que les chiffres décollent avec le confinement, et ce n'est pas non plus un élargissement de ce qu'il est possible de faire avec le CPF, avec des certifications nouvelles, accessibles, etc. Donc tout ça a fait qu'on a eu une croissance forte. Va se poser la question de comment on fait pour continuer à financer le CPF. Les cotisations des entreprises n'y suffisent pas. Pour l'instant, l'État bouche les trous, aussi bien sur l'apprentissage que sur le CPF. Hein. Donc le déficit de France Compétences, en fait, est garanti par l'État. Donc il n'y a pas, en tout cas, et c'est le cas sur l'année 2021, mais aussi sur 2022. Donc on n'est pas dans une perspective de restriction immédiate des capacités d'utiliser le CPF. Je vous dis ça parce que du coup, on peut construire des politiques d'entreprise, on peut utiliser avec les salariés ce dispositif-là. Au moins, enfin, je veux dire, on est sur une perspective à la date où on est, entre 1 an et 18 mois, où on n'aura pas de régulation sérieuse. Après, c'est une question qui sera sans doute abordée dans le cadre de la campagne présidentielle, et on verra bien si le nouveau gouvernement, quel qu'il soit, prend des positions là-dessus. Mais on peut, pour dire qu'on peut y aller aujourd'hui, et que
l'État garantit, hein, l'État garantit le financement aujourd'hui du CPF. Il n'y a pas un salarié à qui la Caisse des dépôts va dire désolé, France Compétences ne nous a pas donné l'argent, on n'en a plus, et donc on ne peut pas financer votre CPF. On peut y aller. Et puis c'est vrai que le gouvernement a fait de la responsabilisation individuelle et aussi du CPF un outil d'échange et de co-construction entre les entreprises et les salariés. Et donc c'est vraiment un élément fort de la politique actuelle du gouvernement. Il y a un point que je voudrais aborder, Jean-Pierre, sur le CPF, c'est bon, il y a eu beaucoup de campagnes et c'est dommage que l'image du CPF puisse être ternie par une médiatisation autour des arnaques qui existent très certainement, mais qui ne sont pas une généralité. En tout cas, nous, notre sentiment, c'est que beaucoup d'individus, beaucoup de salariés, beaucoup de particuliers se saisissent par eux-mêmes du CPF. Est-ce que finalement, ce développement de l'autonomie de chacun d'entre nous dans le développement de ses compétences, qui est une très bonne nouvelle, parce que c'est ce que voulait le gouvernement, mais est-ce que finalement, ça ne doit pas inciter les entreprises finalement d'être très très présentes sur cette politique CPF, de façon à ne pas perdre l'opportunité d'un dialogue et d'une co-construction autour de compétences qui intéressent à la fois le salarié et à la fois l'entreprise. Donc voilà, est-ce que les entreprises, plus que jamais, ne doivent pas être présentes pour saisir cette opportunité? Je suis content que tu le présentes comme ça, Thierry, mais c'est pour ça que je travaille avec toi. C'est parce que tu ne le présentes pas comme simplement une opportunité financière. Moi, je pense que c'est pas de bonne politique de vouloir avoir une politique CPF simplement en disant on va récupérer un peu de budget, on n'en a plus par ailleurs, etc., et d'être dans une logique de pure ingénierie financière. Ce qui est intéressant dans le CPF, alors certes, il peut y avoir cet effet-là, hein, c'est pas il n'y a pas de souci, c'est un effet induit, mais quand on a des politiques de CPF, c'est toujours une politique managériale. Tu l'as dit, c'est une politique de co-construction, c'est une politique de projet partagé, c'est une politique managériale. Ça veut dire qu'il y a un investissement commun sur la formation, donc ça veut dire qu'il y a des perspectives et des projets communs, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Même d'ailleurs, si le projet c'est de se séparer, c'est-à-dire ça peut avoir du sens avec des collaborateurs de dire bon, on constate, peu importe les raisons, qu'on va se séparer et nous, on vous accompagne et on regarde ce qu'on peut faire avec le CPF et vous avez des droits que vous pouvez mobiliser, etc. On peut travailler sur votre parcours, etc. Et ça peut être dans une politique d'évolution, ça peut être dans une politique de fidélisation, ça peut être, voilà. Il ne faut pas, il me semble, le ramener parce que ensuite, on n'est pas prêt à manager ce qu'il faut manager sur le CPF si on rentre là-dedans que dans une histoire d'ingénierie financière. L'avantage financier est présent. Le co-investissement, c'est quelque chose d'important, mais c'est une conséquence d'une co-construction de projets communs et d'une forme de management, quoi. Très bien. Il est déjà 12h04. En tout cas, Ouais. vous le savez, soft skills, bureautique, digital et langue, nous pouvons vous accompagner et accompagner vos apprenants pour mettre en œuvre le CPF. Et je pense notamment à tous ceux qui nous ont dit que la mise en place des formations était difficile dans le cadre des obligations. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à vos consultants. N'oubliez pas également le FNE. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps d'en parler parce que je peux vous dire que, alors évidemment, on est dans une logique, le FNE rebond, on est dans une logique de développement des compétences et pas d'adaptation au poste de travail. Vous connaissez l'esprit du FNE rebond, mais je peux vous dire qu'on a mis en place des tas de projets FNE avec un certain nombre de nos clients et que nous pouvons vous accompagner et vous faire partager l'expérience que nous avons avec les entreprises pour lesquelles, en collaboration avec les OPCO, nous avons réussi à mettre en place des dossiers FNE. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, on sera ravis de partager notre expérience avec vous. Les questions, malheureusement, Jean-Pierre a déjà répondu à un certain nombre d'entre elles. Je ferai une réponse écrite à chacune des questions et tu pourras les diffuser aux participants, il n'y a pas de problème. Si vous me laissez juste le temps de faire ça.
et vous recevrez ça soit demain, soit en début de semaine, mais vous aurez une réponse aux questions que vous avez posées en totalité. Ouais. Super Jean-Pierre, merci. Et puis, écoutez, on vous attendra le 14 septembre pour un webinaire avec Hubert Kratirov, avec lequel on abordera est-ce que l'organisation hybride qui est en train de se développer très très largement va tuer l'agilité. Hubert est un spécialiste de l'agilité et donc évidemment les formations au management hybride font partie de notre catalogue, mais on aura l'occasion de reparler de tout ça. En tout cas, d'ici là, pour ceux que j'aurai pas l'occasion et la joie de rencontrer, bon été à tous et Jean-Pierre, merci une fois de plus de ton intervention très opérationnelle et on a vu avec les chiffres du sondage que ça répondait à un véritable besoin. Accompagner nos clients pour gérer des besoins importants comme celui-là, ça fait partie de notre approche. À très bientôt. Merci Jean-Pierre. Merci à tout le monde. Merci à toi Thierry. Au revoir. Au revoir.